5 buts inscrits, 0 but encaissé et donc un clean sheet et une manita pour l'Olympique de Marseille dimanche dernier face au MHSC. Un succès étriant et un succès même historique puisqu'il s'agit de la défaite la plus large du MHSC dans son histoire en Ligue 1 à la Mosson. Et donc une victoire pour l'OM très importante tant d'un point de vue comptable pour une équipe qui n'avait plus renoué avec le succès depuis 3 matchs et un déplacement au Parc OL, mais également dans le contenu. Une victoire qui a débouché sur le licenciement de Michel Derzakarian, l'entraîneur montpelliérain, et la nomination de Jean-Louis Gasset, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais bien évidemment, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, en dépit des difficultés du MHSC, c'est bien évidemment la performance de l'Olympique de Marseille, le contenu qui a été proposé et la tactique qui a été mise en place par Roberto De Zerbi, car si les difficultés de l'autre club du sud de la France ont bien expliqué le résultat, on a aussi eu le droit à une réorganisation tactique de la part de Roberto De Zerbi, et on vous propose aujourd'hui sur Massy la Zone de faire un zoom dessus avec notre traditionnelle analyse tactique. Le changement de système, c'est le premier point à évoquer dans cette vidéo, car si globalement l'Olympique de Marseille évoluait en 4-2-3-1, affiché sur les compositions, et arborait une structure en 3-3 très prisée par les entraîneurs qui développent un football de possession et un football de position, Roberto De Zerbi a revu ses plans, un peu à l'image de ce que l'Italien avait proposé face au TFC partiellement lors de sa réorganisation tactique à partir de la 15e, 20e minute de jeu. L'Italien a décidé de changer de système, mais là, dès le début du match, en arborant et en présentant donc un 4-3-3 sur la pelouse de la Mosson. L'Olympique de Marseille a donc changé de structure, une structure qu'on a vue avec ballon en 2-3-2-3 avec un rôle important pour les latéraux qui ont donc évolué au milieu de terrain, et ça va être un des points que l'on va notamment évoquer. Alors pour revenir sur ce changement de système, personnellement il ne me surprend absolument pas et on l'avait un peu prévu, anticipé sur Massy la Zone lorsque l'on avait évoqué les possibilités pour Roberto De Zerbi d'évoluer en termes de choix d'hommes mais aussi en termes de système. Alors pour moi il y avait 3 raisons qui pouvaient pousser l'entraîneur italien justement à passer au 4-3-3. Tout d'abord s'adapter aux réalités de son effectif tout simplement et s'adapter au fait qu'il ne disposait pas d'un numéro 10 convenable pour pratiquer son football, à savoir que Amin Harit a énormément de déchets, a pas mal déçu sur ses dernières sorties, notamment dans le contenu, et peut-être plus à l'aise dans un poste de relayeur, puisque c'est un milieu de terrain de formation, mais surtout parce qu'on a vu le droit à la blessure de Valentin Carboni, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on observe le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, on a davantage de relayeurs que de numéro 10. Et il y a donc cette adaptation qui était nécessaire. Un point particulièrement important, c'est aussi l'intégration d'Adrien Rabiot, qui est un relayeur en vrai, dans l'idéal, même s'il peut bien évidemment jouer dans le double pivot. Et bien évidemment que intégrer Adrien Rabiot en passant en 4-3-3, c'était aussi la meilleure des manières de le voir performer très rapidement. L'autre point important, selon moi, est une question de dynamique. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille a connu des difficultés dans sa structure type depuis le début de saison, à savoir le 3-3. On sait que l'OM se crée très peu d'occasions depuis le mois d'août, à savoir que depuis le match contre Reims et ce jusqu'au match contre Angers, l'OM a pratiquement jamais dépassé les 1 d'expected goals. L'OM s'est créé très peu de grosses occasions et était même au même niveau qu'Auxerre depuis le début de saison en termes de grosses occasions créées. Donc il y avait la nécessité de revoir le système. Peut-être que c'est un système qui était aussi difficilement assimilable pour certains joueurs, un style de jeu qui était difficilement assimilable, en tout cas plus particulièrement dans ce système, avec des joueurs qui avaient des difficultés, qui étaient aussi très dépendants de certains profils qui n'étaient pas forcément disponibles à cause de blessures. C'est notamment le cas de Quentin Merlin qui avait été blessé pendant une certaine période. Enfin, l'OM affrontait le MHSC, une équipe qui réalise un début de saison catastrophique, un des pires débuts de saison de son histoire et qui semble promis à la relégation à l'heure où on se parle. Et il y avait donc peut-être pour Roberto De Zerbi aussi l'obligation d'assumer son rôle de favori, d'enfin l'assumer en alignant donc une défense à 4 et non plus une défense à 3. En vérité, une défense à 2 et c'est ce que l'on va voir. Et puis le dernier point qui selon moi explique aussi ce changement de système, c'est que c'était un système qui était devenu très lisible. On avait notamment vu des adaptations tactiques très réussies de la part de Toulouse, de la part du Stade de Reims en deuxième mi-temps, de la part de l'OGC Nice, mais également de la part d'Angers. Ce 4-3-3 donc s'est caractérisé par l'intégration d'Adrien Rabiot dans un poste de relayeur et c'est donc la composition que vous voyez actuellement affichée à l'écran. Alors on voit Adrien Rabiot positionné comme milieu central gauche. En réalité, il a plutôt évolué milieu central droit avec Amin Harit justement à ce poste de milieu central gauche. C'est également une composition qui a vu Jonathan Oro être enfin intégré
au 11 de titulaire et Luis Enrique être relégué sur le banc, malgré le fait que le Brésilien va être finalement décisif au cours de cette rencontre. Et donc la structure de l'OM avec ballon, c'est le premier point que je voulais évoquer. Donc c'est une structure qui diffère également de la structure habituelle de l'Olympique de Marseille. On n'a pas eu uniquement un changement de composition, on a eu véritablement un changement de structure de l'OM avec ballon. Cette structure, justement, on passe d'un 4-3-3 à un 2-3-2-3. C'est une structure qui était déjà utilisée par Roberto De Zerbi du côté du Shakhtar Donetsk lorsqu'il entraînait la formation ukrainienne. Et ce qui m'a marqué premièrement dans cette structure, et c'est le premier point que je voulais évoquer, c'était le rôle des latéraux. Alors certes, depuis le début de saison, on a l'habitude de voir des joueurs de couloir ne pas évoluer dans un rôle conventionnel qui consiste à animer le couloir en phase offensive et à défendre tout simplement dans son couloir en phase défensive. On a plutôt l'habitude de voir des latéraux même jouer dans l'axe. C'est le cas de Quentin Merlin depuis le début de saison, qui a pu jouer à un poste de 6, à un poste de 8, mais également animer son couloir tout simplement. Et Damir Murillo, donc du latéral droit, qui évolue plutôt dans un rôle de troisième central depuis le début de saison et qui vient former une base à 3 dans un rôle, on va dire, d'arrière latéral inversé pour ceux qui jouent à Football Manager. Et justement, lors de cette rencontre, c'est peut-être la seule depuis le début de saison où on a vu des latéraux avoir la même utilisation, à savoir celle d'un latéral intérieur tout simplement, mais un peu plus bas sur le terrain. Alors comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, à la fois Ulysse Garcia et Paul Lirola évoluaient sur la même ligne que Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain. On le voit notamment dès le coup d'envoi sur une phase de possession qui va amener au premier but marseillais très rapidement dans la rencontre. Les deux évoluent donc dans le demi-espace, ce qui va permettre à l'Olympique de Marseille d'avoir une supériorité numérique au milieu de terrain face au 4-4-2 montpelliérain, à savoir que la ligne de 4 du milieu de terrain montpelliérain va faire face donc à 5 joueurs, Pierre-Emile Højbjerg en tant que numéro 6, les deux latéraux marseillais positionnés comme des milieux de terrain, et également les deux relayeurs marseillais positionnés plus haut sur le terrain, à savoir Amin Harit et Adrien Rabiot. Cette supériorité numérique, elle va être accentuée également par les décrochages d'Elie Wahi, et c'est notamment un décrochage d'Elie Wahi qui va amener le premier but, puisque l'ancien attaquant du MHSC, en décrochant, va libérer un espace dans son dos, ce qui va amener à une situation d'attaque placée pour l'Olympique de Marseille, qui va arriver donc dans le troisième tiers du terrain, dans le dernier tiers, et qui va amener sur un centre de Mason Greenwood, puis une remise de Jonathan Rowe à l'ouverture du score. Globalement, au cours de la rencontre, et comme depuis le début de saison, l'OM va chercher, à travers cette supériorité numérique, à trouver une progression axiale. Ce qu'on peut noter par rapport à ce que l'on voyait sur les dernières journées, c'est que l'OM va adopter sur certaines phases un jeu plus direct. Par exemple, dès les sorties de balle, on va voir par exemple Geronimo Rulli essayer de trouver Amin Harit dans le dos du milieu de terrain du MHSC et ne pas sortir court, alors que c'est ce que cherche justement Roberto De Zerbi, à attirer la pression. Là, on va chercher à jouer mi-long, à jouer très direct. Pierre-Emile Højbjerg, lui aussi, sur une autre séquence, va avoir un jeu très direct et chercher directement Elie Wahi. Et globalement, ce que va permettre cette structure au milieu de terrain, c'est d'avoir une grande multiplicité de choix, une grande variété de choix possibles pour les milieux de terrain de l'Olympique de Marseille et aussi pour les défenseurs. Par exemple, Cornelius peut à la fois aller chercher Jonathan Rowe qui écarte sur le côté à l'instar de Mason Greenwood, ou aller chercher Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain, aller chercher Leonardo Balerdi à droite, ou directement Ulysse Garcia qui évolue donc également au milieu de terrain. Donc une grande multiplicité de choix, une supériorité numérique qui est apportée, et aussi des ailiers qui sont isolés à travers les projections de Ulysse Garcia, notamment dans le demi-espace gauche, mais également les échanges de postes entre Adrien Rabiot et Paul Lirola. Paul Lirola qui va aussi, lui, sur pas mal de situations, attaquer le demi-espace, et ce qui va donc libérer Jonathan Rowe et Mason Greenwood, et aussi offrir des positions de centre et de projection pour Ulysse Garcia. Une situation qui est assez intéressante, elle n'a pas débouché sur un tir, mais elle aurait pu déboucher sur un tir. C'est donc un décrochage de Jonathan Rowe sur le côté gauche qui est actuellement à l'écran, qui va donc être servi, et sur ce décrochage justement, Ulysse Garcia va en profiter pour attaquer l'espace, va être servi, et grâce à la qualité de centre du Suisse, on aurait pu arriver à une situation intéressante. Finalement, elle est reprise par Montpellier. On a parlé de l'importance des latéraux et de l'importance des joueurs de couloir au cours de ce premier point. On peut également parler de l'importance de Pierre-Emile Højbjerg qui a réalisé son plus gros match sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Pierre-Emile Højbjerg et le milieu de terrain en général ont été très importants au contre-pressing. On a vu un OM aller mettre une forte pression au MHSC, les obligeant souvent à dégager le ballon. Alors ça s'est expliqué notamment par l'importance d'Amin Harit qui a certainement gardé certains préceptes d'Igor Tudor qui lui ont permis d'effectuer le pressing avec une grande efficacité. Également Adrien Rabiot qui a eu un rôle très important au milieu de terrain et dont l'intégration a été plutôt réussie, à la fois régulateur avec ballon et avec une capacité à dicter le tempo du match et à ralentir et à conserver le ballon plutôt que de se projeter très rapidement et de le perdre, mais également très bon à la récupération. Mais selon moi, le milieu de terrain le plus important de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison et qui m'a encore impressionné comme je l'ai dit, c'est Pierre-Emile Højbjerg qui au milieu de terrain
dans un rôle de numéro 6, pas forcément accompagné de quelqu'un dans le double pivot, a livré une prestation XXL avec et sans ballon. Il était partout sur le terrain. Il a perdu très peu de ballons, on l'a souligné sur la chaîne YouTube. Et surtout, il a permis de verticaliser le jeu à de nombreuses occasions, comme par exemple sur cette passe pour Elie Wahi dans l'axe, où il va toucher directement le numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Højbjerg livre donc un match patron, il a organisé le jeu, il a dicté le tempo du jeu, et il a surtout apporté de la verticalité justement en apportant des passes plus directes, en essayant d'aller chercher directement les neufs. Ça a été aussi le cas de Derek Cornelius et de Leonardo Balerdi, et ça a permis à l'Olympique de Marseille justement de rompre avec la sorte de possession stérile à laquelle on avait le droit depuis certains matchs, et d'avoir une approche un peu plus directe, comme on l'a vu tout à l'heure sur la sortie de balle de Geronimo Rulli. L'avant-dernier point que je souhaiterais évoquer, on l'a déjà un peu spoilé en évoquant l'importance des latéraux, ce sont les rotations dans les couloirs, notamment entre Jonathan Rowe et Ulysse Garcia sur le côté gauche, ce qui a souvent amené le latéral suisse à se projeter dans le demi-espace, comme on l'a vu dans la séquence précédente, mais également sur le côté droit, avec des rotations là, ici, entre un milieu de terrain et entre le latéral droit, entre Adrien Rabiot et Paul Lirola, ce qui a amené par exemple Adrien Rabiot à évoluer aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg sur la ligne avec Ulysse Garcia et Højbjerg, et Paul Lirola justement à se projeter. Des rotations qui ont été importantes puisqu'elles ont permis à l'OM d'attaquer les demi-espaces des zones où l'OM a été particulièrement efficace. On l'a vu sur la situation où Ulysse Garcia a centré, ce qui aurait pu apporter un but, et donc des rotations qui ont été décisives. Un autre joueur qui selon moi a été décisif au-delà de son premier but inscrit dans le jeu depuis son arrivée, c'est Elie Wahi, très important avec et sans ballon, à la fois avec ballon, puisqu'il a été intéressant dans son jeu dos au but et son jeu de passe, et sans ballon, de par ses décrochages sur le plan offensif, où il a permis justement de libérer des espaces dans son dos et de faire sortir la défense montpelliéraine, mais également sur le plan défensif, où il a fourni une prestation complète avec un pressing important pour gêner la première ligne de relance montpelliéraine. Et c'est quelque chose qu'on souligne pas assez depuis le début de saison, c'est que Elie Wahi réussit à se mettre au service du collectif dans le jeu, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Alors certes, l'adversité face à Montpellier lui a certainement facilité la tâche, mais comme pour tout le 11 marseillais, mais c'est une prestation très complète livrée par l'ancien Montpelliérain. Il avait été déjà très intéressant dans son rôle de l'ombre face au TFC. Alors il y avait eu quelques maladresses techniques face au Stade de Reims dans ce même rôle, mais c'est un joueur qui pour l'instant rend paradoxalement très satisfaction dans le jeu et pas beaucoup devant le but. Alors on espère justement que ce match contre Montpellier va lancer une nouvelle dynamique pour l'ancien attaquant du RC Lens, une nouvelle dynamique pour l'Olympique de Marseille. Dimanche soir, à voir si Quentin Merlin reviendra, à voir s'il y aura une nouvelle organisation tactique et la reconduction du 3-4-3, à voir si Roberto De Zerbi va conserver ce système. Moi, je trouve personnellement que le 4-3-3 et cette structure en 2-3-2-3 apporte à l'Olympique de Marseille beaucoup plus de verticalité dans l'utilisation qui a été faite du ballon. Alors certainement aussi parce que c'était Montpellier en face, mais en tout cas on ronronnait moins derrière pour trouver le décalage, et ça apporte aussi à l'Olympique de Marseille une supériorité numérique au milieu de terrain, en enlevant un joueur en défense et en le rajoutant au milieu de terrain, puisque l'OM depuis le début de saison évolue avec une base à 3. On avait l'habitude d'avoir un groupe de relanceurs à 3 derrière, et là on n'avait plus que 2 centraux, et c'est un système qui va aussi, selon moi, valoriser le profil de nos milieux de terrain. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est se dire qu'avec un Ismaël Koné, avec un Kondogbia, avec un Rabiot, avec un Amin Harit qui, comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, est un numéro 8 de formation, avec un Pierre-Emile Højbjerg qui peut jouer 6 et 8 et qui semble avoir le profil idéal pour être numéro 6 globalement, on a vraiment les profils pour que ce système, enfin les profils faits pour ce système, pour que ce système les valorise. Et moi, j'ai notamment hâte de voir l'intégration de Ismaël Koné à son vrai poste, en poste de relayeur, en espérant à ce que cela puisse être dès le match face au Paris Saint-Germain. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse. Je remercie énormément Tafa qui m'a permis de la faire, notre analyse tactique, et qui n'était pas disponible malheureusement pour cette vidéo. Je l'ai réalisé très rapidement. J'ai essayé de me concentrer sur les points essentiels. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des retours à nous faire sur le format, c'est-à-dire soit ce qu'on a montré, les palettes, mon micro s'il est mauvais, ou le fait que je parle trop vite à certains moments. N'hésitez pas à nous le dire, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis on se dit à la prochaine. Et allez l'OM!